Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde au passage. Donc, Karine Taillon, architecte, un peu jeune peut-être d'apparence, mais inquiétez-vous pas, j'ai du bagage derrière la cravate. J'ai fait mes études à l'Université Laval à Québec. J'ai même fait une partie en France à Lille. Et depuis 2012, je suis sur le marché du travail à couvrir chantier, conception, budget, rencontre avec les clients, tout ce qu'un architecte peut toucher. Souvent, on se fait appeler les chefs d'orchestre d'un projet. Donc, c'est un métier à multiples chapeaux. Donc, aujourd'hui, on m'a approché pour vous faire un espèce de petit cours 101 sur comment un projet architectural devrait être conçu. Je tiens à clarifier, mon but, ce n'est pas de faire une critique là, sur le projet qui a été présenté. Tout projet est bon, pas bon, c'est à chacun d'en juger. Fait que moi, je suis là pour vous faire une petite présentation sur les concepts architecturaux afin de vous faire votre propre idée sur le projet présenté et peut-être d'autres opportunités que le site du Golfe pourrait faire. On va passer à la diapo suivante. La question de base est un peu pourquoi on construit des bâtiments? Les raisons principales sont souvent socio-culturelles, économiques et politiques. Là, je vais faire une petite aparté parce que vous allez peut-être vous questionner en cours de route de ma présentation. Il ne faut pas oublier que nous, les architectes, on est engagés par des clients et on doit répondre à ces clients-là. Fait que parfois, vous demandez, voyons, pourquoi ça apparaît comme ça dans nos villes ou c'est un peu étrange, l'architecte a pensé à quoi? Oui, on a chaque architecte un peu nos façons de faire et nos façons de penser et nos propres designs, mais on découle de clients qui, eux autres aussi, ont des besoins et des choses qu'ils demandent, qui font en sorte que ce n'est pas toujours nécessairement comme on veut ce à quoi on aboutit. Donc, le client, pour une raison quelconque qu'on vient de citer, nous dit « je veux un bâtiment ». Alors, parfait, moi je prends ce bâtiment-là et on va passer à la diapo suivante. Je me dis, parfait, j'ai un bâtiment, mais il ne faut pas oublier que les raisons qu'on vient de mentionner, ça ne doit pas être l'unique facteur décisionnel pour faire ma conception de bâtiment au détriment de plein d'autres principes que si je pouvais résumer en un mot, ça c'est vraiment l'intégration. Et l'intégration à différentes échelles, qu'elle soit humaine, qu'elle soit du bâtiment, du site, du quartier, de la ville, et on peut grossir comme ça jusqu'à quasiment l'ampleur d'un pays. Donc, on intègre le projet, mais on l'intègre sous quel élément? Voici le listing des éléments. Évidemment, j'exclus les aspects techniques d'échéancier et de coûts, mais quand je pars sur un projet, qu'est-ce que je regarde? La topographie, la végétation, le vent et l'ensoleillement, l'environnement sonore et visuel, réglementation et jaunage, accès et circulation du site. Et là, on rentre à plus petite échelle, ce qui est question de volumétrie, matérialité, cadre bâti et voisinage. Donc ça, c'est les aspects qu'on doit prendre en compte en architecture quand on part pour concevoir. Maintenant, rapidement, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ces points-là et les appliquer au site qui nous intéresse, le golfe de Cap-Rouge. Là, vous allez voir un peu la mentalité d'un architecte. Qu'est-ce qu'il devrait se poser comme question pour aller vers une conception de bâtiment? Donc, topographie et végétation. Bon, ça, c'est super important parce que le golfe de Cap-Rouge, on le sait, c'est en pente. La pente, qu'est-ce que ça l'amène? Bon, ça l'amène évidemment des écoulements d'eau. Est-ce que le terrain est correct pour que je puisse creuser? Est-ce qu'il va y avoir des murs de soutènement qui vont apparaître? La végétation présente, est-ce que la végétation est protégée? Est-ce que je suis dans une zone protégée? Mais toutes ces questions-là, je ne dois jamais oublier. Et puis là, j'ai mis un petit exemple là, à la droite d'un projet en Suisse qui est un peu un site, je veux dire, similaire dans une petite pente. Il faut toujours, ou du moins le plus possible, comme je le disais, intégrer le projet, surtout dans une pente. Et principalement, l'habitude, on essaie d'épouser au maximum la topographie pour permettre un peu de mettre le site en valeur. Donc, on peut le voir aussi à gauche, là, les photos, si vous connaissez un peu moins là, le site.
On est quand même surélevé, on a une belle vue sur le fleuve, quand même pas mal de végétation. Donc, c'est un site assez riche. Prochain élément, vent et ensoleillement. Là, on rentre dans une question un peu plus technique, et puis c'est dur de créer des études avant projet, mais il ne faut quand même pas oublier, étant sur un cap comme ça, avec le fleuve, c'est clair qu'il va y avoir du vent. Donc, comment un bâtiment implanté sur un cap comme ça peut changer, créer des effets de vortex, créer des effets d'aspiration. Ça va changer. On est au Québec, il y a de la neige. Comment la neige va se promener sur le terrain? Où j'implante mon bâtiment pour limiter ces effets-là au maximum. Il y a également le soleil. Donc, le soleil, les ondes projetées. Évidemment, je t'en pente. Donc, plus que je me lève, plus que je vais avoir des effets sur le voisinage. Il ne faut pas oublier non plus que le soleil peut se refléter sur des façades. Donc, est-ce que le projet va en soi créer des éblouissements? C'est tous des aspects à considérer qu'on peut essayer de contrôler selon la forme et l'implantation du bâtiment qu'on va faire. L'autre aspect qui touche un petit peu le vent et l'ensoleillement, c'est l'environnement sonore et visuel. Quand on parle d'environnement sonore, bon, bien sûr, c'est tout le bruit que peut engendrer le projet. Donc là, si on parle de 900 unités, je dis ça hypothétiquement comme ça l'amène toujours bien 1000, 1200, 1500 personnes de plus sur le site. Donc, il va y avoir beaucoup plus de circulation, beaucoup plus de bruit. Est-ce que c'est désiré? Aussi, si on crée un mur, comme on peut, là, j'ai un exemple du projet, il y a quand même une espèce de mur là, qui va être créé. Donc, comment le son va rebondir sur cette façade-là? Ça va créer plus de bruit. C'est tous des questionnements, les surfaces dures, quel type de matériaux, on va en revenir un peu plus loin. Donc, c'est plein de questions comme ça. Après ça, l'aspect visuel. On a l'aspect visuel de je suis à l'extérieur du site et je regarde le site, un peu comme la photo on voit de la Rive-Sud. Donc, on voit déjà que c'est quand même assez plat et moi, ce qui me frappe le plus, c'est la végétation. On voit quelques bâtiments qui ressortent à droite et à gauche, mais c'est très important de ne pas perturber, encore une fois, cette intégration-là à la trame dans laquelle on se trouve. Bon, c'est sûr qu'il y a les terrasses un peu plus du séminaire, mais je veux dire, ça, c'est un exemple autre et puis qui sont quand même dans une partie différente de la ville. Aussi, aspect visuel, OK, c'est beau, on regarde le projet, mais il y a aussi le projet qui va maintenant vous regarder. Donc, je ne suis pas certaine si la petite madame dans les maisons à côté qui est habituée de se faire griller la fin de semaine, elle va être intéressée maintenant d'avoir une tour d'observation juste à côté d'elle parce que tous les gens de l'unité vont pouvoir aussi regarder maintenant ce qui se passe autour. Alors, c'est tous des éléments à prendre en considération dans l'effet visuel et sonore. Il ne faut pas non plus se bloquer pour des projets futurs. Les vues sont intéressantes, mais il faut les conserver pour ce qui s'en vient aussi. Prochain élément, réglementation et zonage. Je ne vais pas m'élaborer énormément parce qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont vous jaser de ça. Ça ici, c'est repris d'une publication. On parle d'effets récréatifs là, ici pour la réglementation de 4 étages. Donc, là, si on tombe en résidentiel, il va y avoir des petites mesures à apporter. Mais reste que l'important, s'il y a un zonage ou une réglementation qui a été faite, il y a une raison. Moi-même, comme architecte, je suis menée à des fois me battre pour essayer de faire changer ces réglementations-là, mais pour une bonne raison. C'est ça qu'il faut retenir. Et quand on essaie de déroger aussi d'une réglementation, d'un zonage, c'est toujours dans le but de favoriser un élément essentiel. Pas oublier non plus, pas au détriment des autres autour. Donc, si on regarde le site actuel, il permet un 15 mètres plus ou moins. Je vais essayer de me limiter à un 15 mètres, c'est sûr. Et si je demande une dérogation, ça va être de quelques mètres pour un élément particulier. Je ne vais pas aller tripler la réglementation parce que là, il ne faut pas oublier, ça peut créer un précédent. C'est sûr que le suivant, lui, va dire, il va falloir que je présente mon projet aussi, mais ça va être beaucoup plus facile de dire, oui, mais regardez à côté ce qu'ils ont fait, vous l'avez accepté, pourquoi pas moi? Donc, faire attention avec la réglementation, on peut jouer avec
mais il y a toujours un gros « mais ». Prochain aspect, accès et circulation. Donc, le site où on se trouve, on est pas mal dans une trame, je veux dire, dite mère d'une construction de système urbain de ville. Donc, c'est un parcours sinueux, pas très large. On voit une photo, là, extrait de fameux View Street de Google. Si on implante un 900 unités là, je me questionne un petit peu sur l'achalandage routier qui va apparaître. Les accès, il n'y a pas beaucoup d'accès en tant que tel sur ce site-là. Donc, ça va augmenter le trafic, ça va augmenter l'achalandage du quartier. Les gens, maintenant, ils vont stationner où? Il va y avoir, oui, peut-être un stationnement souterrain au projet, mais est-ce que ça va faire en sorte que toutes les rues autour, ça va augmenter? Il va y avoir des voitures stationnées là? C'est à se questionner. Il y a des lignes d'autobus, mais c'est des lignes d'autobus pas nécessairement fréquentes. Est-ce que ça va augmenter les lignes d'autobus? Positif, négatif? C'est toujours à prendre en considération, mais reste que ce site-là est accessible de façon relativement restreinte. Donc, c'est encore une fois à prendre en considération quel flux je vais amener et quel accès je vais amener sur ce site-là. L'autre aspect qui rentre un peu plus à l'échelle du bâtiment cette fois-ci, c'est la volumétrie et la matérialité. On a tout le temps à regarder un peu ce qui se passe dans les environs pour essayer de s'intégrer. Encore une fois, je pense que si vous avez un mot à retenir là, ce soir de ma part, c'est intégration. Donc, comment on peut s'intégrer au quartier? Le quartier actuel est quand même à petite échelle, comme on appelle, donc des maisons unifamiliales, des fois on a des duplex, des fois, oui, on a des bâtiments un peu plus élevés, mais ça reste tout le temps une trame dite dynamique avec plein de petites extrusions. Ce qui fait en sorte qu'on essaie de se teindre ou de se coller un peu à ça. Donc, vous pouvez voir à droite là, un exemple d'un projet en France que je trouve aussi intéressant parce qu'il s'intègre aussi à une pente. On voit qu'il y a une gradation un peu dans la hauteur des buildings, mais que ça reste dans l'axe un peu de la pente, la végétation très présente. Et puis, on oublie quasiment le bâtiment tellement il fait partie maintenant de l'aspect visuel du site. Même là, vous allez dire, ouais, mais là, en France, ils sont peut-être un petit peu plus olé olé, qu'est-ce que tu me présentes là? Bien, on a quand même un exemple à votre gauche sur le promenade des Sœurs, qui est encore une fois très dynamique, à échelle un petit peu plus petite, avec des matériaux qui rappellent ce qu'on peut voir dans le quartier. Fait que il faut vraiment favoriser une gradation dans la connexion du voisinage qu'on amène, dans lequel on s'intègre encore une fois. Fait que si je fais un petit wrap-up pour conclure sur tous les petits points rapides là, que je vous ai couverts, c'est dans le fond un site. Il n'y a pas une seule solution pour ce site-là. Et je veux dire, la solution, si on parle d'une solution unique, ça serait la solution de l'intégration. Le projet présenté, est-il mauvais ou pas? Encore une fois, je vous laisse libre choix de prendre cette décision-là selon les aspects que je vous ai montrés dans la conception d'un projet. Mais si je prends ce projet-là et puis que je l'implante, mettons, dans la photo de droite que vous voyez en bas, qui est, encore une fois, la Ville de Québec, donc juste à côté, on voit qu'il serait peut-être plus intégré que si on va l'implanter directement sur un site beaucoup plus végétal et à bas niveau. Donc, tout projet peut être intéressant ou bon selon où qu'on l'implante et comment il est intégré dans son site. Chose certaine, le projet présenté, ce n'est pas l'unique et seule solution. Il y a possibilité de présenter plein d'autres projets, plein d'autres solutions de qualité qui vont être tout aussi rentables, mais intégrées peut-être un peu plus sur le site majestueux, si je peux me permettre l'expression, qui est le golfe de Cap-Rouge. C'est dans le fond à chacun d'établir ses priorités.